Je vais voir ici donc le champ dans un condensateur plan. Le champ dans un condensateur plan. Bon, avant toute chose, je vous rappelle que beaucoup de formules ont été établies jusqu'à présent. Enfin, beaucoup, quand même quelques formules ont été établies jusqu'à présent, notamment le fameux théorème de la circulation. Fort réputé et reconnu pour ceux qui étudient l'électrostatique. Bon, s'ils n'ont pas vu le théorème de la circulation, c'est qu'ils n'ont rien vu en électrostatique. Alors ici, je vais mettre toutes des formules, puisque en fait tout a été démontré auparavant. Je vais mettre quelques formules et après discuter du condensateur plan. Alors la première formule, c'est le travail. Le travail pour aller de A à B d'une force électrostatique est égal à Q fois VA moins VB. Voilà. Ça c'est purement électrique. Hein. Vous voyez qu'il y a une différence de potentiel et en même temps vous voyez qu'il y a une charge. Donc c'est purement électrique. Alors je vous rappelle que le potentiel est défini comme étant moins le champ électrique fois Z. C'est-à-dire qu'ici je peux écrire que c'est Q fois E fois ZB moins ZA. Donc ici, vous voyez l'apparition d'une distance. Hein. ZB moins ZA n'est rien d'autre qu'une distance. Alors que là, c'est la charge fois une différence de potentiel. Là, c'est la charge fois le champ fois une distance. Bon, et Q fois E, c'est aussi une force électrostatique. Hein. Donc je peux aussi écrire que c'est Q fois la force, enfin, je m'excuse, Q fois E fait la force justement, la force fois ZB moins ZA. Et donc, vous voyez qu'ici, on a une distance fois une force. C'est bien un travail. Donc ça, c'est le concept mécanique, le voici. Mais au niveau électrique, c'est Q fois VA moins VB. Alors là, on a de nouveau des paramètres électriques QE, mais ici, on a une distance. Hein. Alors, à certains moments, bon, on peut ne pas faire apparaître les distances ou quoi ou qu'est-ce. Oui, attention que c'est ici, V égale moins EZ à une constante près. V est égal à moins EZ à une constante près. Alors, je peux définir aussi que VA moins VB, c'est Q fois la tension AB. Q fois la tension AB. Alors, sachez aussi que il y a plusieurs théorèmes ici, hein, notamment dont un est dans un champ électrostatique uniforme, le travail de la force électrostatique est indépendant du chemin suivi, ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, sans plus. Donc voilà, on a ce qu'on appelle affaire à une loi conservative. C'est une loi conservative. Autre chose ici, c'est que le champ électrostatique est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc le champ il va du plus potentiel positif au potentiel négatif, toujours. Et bon, c'est toujours comme ça. Voilà.
Alors maintenant, je peux écrire aussi plus simplement ben, que UAB est égal à... Bon, ici, que ce soit un champ constant ou pas, c'est ça. Maintenant, ça, ici, on est dans un champ constant. Pour un champ quelconque, j'écrirai autrement. Le théorème de la circulation dans un champ quelconque. J'écrirai plutôt ceci. L'intégrale au travers d'une courbe curviligne. Une courbe curviligne qui va de A à B. N'est rien d'autre que E produit scalaire dl. Ça, c'est égal à VA moins VB. Mais généralement, on met un delta. Un delta V. Pourquoi? Parce que le delta V, c'est défini comme étant VB moins VA. Et donc ici, ce sera moins delta V. Donc ici, la courbe elle peut être ce qu'elle veut. On peut avoir une expression du champ. Connaissons l'expression du champ électrostatique qu'on peut trouver par un calcul intégral. Voilà. On peut calculer le potentiel. Enfin, du moins la différence de potentiel. Rien que par intégration du champ. Alors, toujours dans un champ constant, je peux écrire aussi que UAB est égal à le champ fois L, fois une longueur. Voilà, ça c'est dans un champ constant. Voilà, tout ça, j'ai écrit ça dans un champ E égale constante. Voilà, l'expression dans un champ quelconque, voilà, ça c'est dans un champ quelconque. Il suffit de faire l'intégrale pour avoir, bien sûr, la différence de potentiel. Alors, pour le théorème de la circulation, ça c'est le théorème de la circulation, bien sûr, c'est la circulation, c'est quand on a un produit scalaire d'un vecteur avec un déplacement, c'est ce qui se passe ici. Hein. On a voilà, produit scalaire d'un vecteur E avec voilà, un déplacement dl, donc c'est ce qu'on appelle une circulation. Et la circulation du champ électrostatique est indépendante de la forme de la trajectoire et est égale à la différence de potentiel aux extrémités. C'est un petit peu comme dans le champ constant, c'est la même chose. C'est la même chose, si ce n'est qu'ici c'est une intégrale. On a une intégrale ici. Voilà. Alors, delta V, bien sûr, ça représente la variation au sens mathématique du terme, donc c'est-à-dire VB moins VA. On dit encore que les champs électrostatiques sont à circulation conservative, puisque leur circulation reste la même, quelle que soit la trajectoire d'extrémité A et enfin d'extrémité A, que ce soit A est une extrémité, B sera une extrémité aussi. Hein. Voilà. Alors, ici, le champ électrique doit être électrostatique hein, pour avoir un phénomène de conservation. Il faut que le champ doit être électrostatique, c'est-à-dire dû à des charges au repos. Parce qu'il y a d'autres types de champs, comme je vous l'ai dit. Et là, les champs, par exemple, les champs électriques induits magnétiquement. Et pour ces derniers, donc c'est les champs induits magnétiquement, le théorème n'est pas vérifié. Voilà. Donc ça c'est vrai pour, on va dire, c'est vrai pour les, comment on appelle ça, les champs électrostatiques. Donc ça c'est pour un champ quelconque, c'est le théorème de la circulation. Bon, et là on a le théorème de circulation pour un champ constant.
Alors, si maintenant on a une constante, E est une constante ici, je retrouve le champ constant. Donc j'aurai E fois L. Si tout est constant, on a E fois L. Parce que E est une constante. Il sort du signe intégral. L'intégrale de dl. Ben, l'intégrale de dl, il vaut E fois L. Voilà. Et ça, ce sera égal à la différence de potentiel qui est VA moins VB. Et là, vous retrouvez bien VA moins VB qui est UAB. Et vous retrouvez bien pour le champ constant UAB est égal à E fois L. Voilà, c'est pour le champ constant. Donc, le champ constant est un cas particulier, voilà, du théorème de circulation pour un champ quelconque. Alors pour le champ quelconque, pour les démontrer, je vous rappelle que j'ai pris ce qu'on appelle un repère radial. Un repère radial. Voilà, pour le définir au niveau champ quelconque, ben, on avait la force électromotrice, je m'excuse, le champ, je m'excuse, hein. On avait le champ, on avait une charge qui circulait par exemple de A à B, suivant un chemin donné, qu'on appelait un chemin C, de A à B. Et là, qu'est-ce qu'on posait comme repère? On mettait un repère tout simplement, suivant l'axe, un repère parallèle à... Voilà, on avait une charge bien sûr, par exemple positive, avec une force électrostatique FE, voilà, comme ceci. Et là, qu'est-ce qui se passait? Ben, bon, j'avais défini un repère OZ. Alors je vais vous dire pourquoi je prenais pas de repère comme ceci. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une distance de hauteur ici, mais il n'y a pas de composante vectorielle de E ici, donc ça fait 0. La circulation, elle vaut 0 pour la distance qui va de A à B en verticale. Il n'y a qu'une distance horizontale et pas verticale. D'où, voilà, j'avais pris un axe Z comme ceci. Maintenant, pour étudier en quelconque, dans un champ quelconque, ben, on avait une courbe, voilà ce qu'on appelait, voilà, et là on met un repère avec un vecteur, je m'excuse, un vecteur U, une origine, un vecteur U, et bien sûr le vecteur U c'est un vecteur radial, il va donner la position en tout point. Normalement il aurait fallu un angle pour avoir un repère polaire, mais ici, bon, le rayon suffisait, c'était un repère radial. Un repère radial. Alors ici, le début commençait en R1 et la fin terminait en R2 pour aller de A à B. Donc, un rayon suffisait. Voilà, c'est un repère radial. Un rayon suffisait. Maintenant, on décomposait bien sûr en azimutal, en composante azimutale. La longueur était composée, enfin, l'élément de longueur était composé en une composante azimutale et une radiale. Voilà, là, on avait un élément delta L. Donc on avait une azimutale et une radiale. Donc le vecteur dl, qui était un élément de longueur vectoriel donné par un vecteur, ben, c'était décomposé. Voilà. Et ça, il a fallu prendre pour trouver voilà, le théorème ici avec AB, sur une courbe AB, E dl, E produit carrière dl, ben, il a fallu passer par un repère de ce style-là, moins delta V. Voilà. Tout ceci étant dit, maintenant je vais passer au condensateur. Avec toutes les connaissances acquises jusqu'à présent, je peux maintenant montrer, si maintenant bien sûr vous connaissez toutes les formules que je vous ai mis ici, pour un champ constant et pour un champ quelconque, à partir de là je peux vous parler du condensateur. Alors le condensateur plan, on va partir d'un condensateur initialement déchargé. Bon, c'est deux plaquettes parallèles.
qui sont conductrices, voilà, qui sont initialement déchargées. Elles sont initialement déchargées. Alors à l'intérieur, on peut mettre un isolant. Bon, ici, supposons qu'on émet de l'air, de l'air sec ou, enfin, peu importe, du vide. Alors, on a deux armatures. Deux armatures. Qu'on peut raccorder de cette façon ici. Par les branches là. Voilà, on a un condensateur. C'est ce qu'on appelle un condensateur plan. Alors au départ, il est initialement déchargé. Alors auparavant, je mettais des charges à l'intérieur, plus Q ou moins Q, voilà, pour étudier par exemple le théorème de la circulation ou qu'est-ce dans un champ constant. Bah, ici, cette fois-ci, il n'y a rien de tout ça. Je ne mets pas de charge à l'intérieur. Donc pour l'instant, il est complètement déchargé. Complètement déchargé. Alors pour le charger, je vais aller chercher une alimentation continue, bien sûr. Alors, je vous ai dit, le temps de frotter, c'est terminé. On n'est plus à ce temps-là de frotter et de faire des électrisations par frottement, ou par contact, ou par influence. Ce temps, il est révolu. Bon, on va chercher des... Bien sûr, vous aurez compris ce que Volta a trouvé. Est-ce que Planté a trouvé, c'est-à-dire soit des piles ou des accumulateurs. Alors maintenant, il y a des piles beaucoup plus sophistiquées que les piles d'antan. Il y a eu l'évolution aussi des accumulateurs et des piles. L'histoire des piles, bon, ne remonte pas qu'à Volta. Bon, c'est vrai que les toutes premières piles, c'était celles de Volta, mais après, vous aurez compris qu'après, il y a eu tout un mécanisme de création de charges d'eau, notamment. Par après, il y a eu des machines génératrices, telles que voilà, les alternateurs, etc., etc. Donc on a pu créer des charges par des machines. Il y a des conversions d'énergie mécanique, par exemple, en électrique. Donc on avait des sources d'énergie électrique par, bien sûr, transformation, soit chimique vers électrique ou soit mécanique vers électrique, etc., etc. Bon, je raccorde ici le condensateur. Au générateur. Je vais définir la polarité, bien sûr, la positive, c'est la grande barre ici pour le générateur. Et donc, en faisant ça, on ramène des charges ici. Bon, des charges positives. On aura des charges positives qui vont aller migrer au travers du conducteur pour aller se placer sur la conducteur métallique de gauche. Bon, ensuite, de l'autre côté, il va se charger en charge négative. Non, je m'excuse, c'est des négatifs.
Voilà les charges négatives. À l'intérieur, dans une zone donnée, on a un champ constant. Alors le champ va du potentiel le plus... Ça, c'est une région dans laquelle on a un champ constant. Vecteur champ électrique, il sera comme ceci. Ils seront tous comme ceci à l'intérieur de la zone. Ils seront parallèles. Et là, contrairement auparavant, je n'inclus plus de charges à l'intérieur. Je vais me contenter des charges Q plus ici et Q moins. Donc il fait réservoir de charge. Il fait réservoir de charge. Donc ici, on a bien affaire à un condensateur plan avec deux plaques planes rectilignes parallèles qui est chargé. Le condensateur ici, il est chargé. Alors, je l'ai chargé par ce qu'on appelle une force électromotrice, petit e. Voilà. Donc, j'ai ramené une force électromotrice qui a généré, si vous voulez, des électrons qui ont migré vers le condensateur. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je déconnecte cette source. Je la déconnecte. Voilà. Alors, si je déconnecte cette source, bon, là-bas, on a toujours une alimentation de la pile. Elle est prête à servir. Voilà, elle est prête à servir. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le condensateur est chargé. Le condensateur est chargé. Donc si... Là, on va se retrouver avec ceci. Et ceci. On a des charges. Au condensateur. Bon, ça veut dire qu'ici, on a ce qu'on appelle une différence de potentiel qui va aller le champ électrostatique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc on peut trouver la tension. Ici, le potentiel décroissant, ici on a VA. Et là, on a VB. Le potentiel en A est beaucoup plus grand que le potentiel en B. Voilà. Donc, maintenant, je peux donner toutes les caractéristiques. Donc, on a le condensateur plan qui est chargé. Et ces caractéristiques donc du champ électrostatique, bien sûr, dans la région située entre les armatures, les deux armatures. Le champ est constant ici, on sait bien que le champ est constant dans la région que je vous ai mentionnée, R. Et est perpendiculaire aux armatures. C'est normal parce que les armatures sont parallèles. Les armatures sont parallèles, donc le champ, comme il est, on a un champ parallèle qui va aller sur des armatures parallèles, et les deux étant situés perpendiculairement, le champ est perpendiculaire aux armatures. La tension entre armature et... je vais la mettre... je vais l'indiquer comme ceci. U, attention que ce n'est pas une force électromotrice, c'est une tension, une différence de potentiel. La différence de potentiel, U. Ça c'est U. Bien sûr, U ici est positif. Hein. Alors, le U, c'est égal à... alors ici, c'est la... On va mettre VA. Moins VB. Voilà. Donc, VA moins VB est positif. Hein. Donc, de cette manière-là, on peut déduire le champ. On peut déduire le champ. Pourquoi? Parce que le champ va des potentiels est dirigé dans le sens des potentiels décroissants.
Donc on peut dire que VA est plus grand que VB. Et donc le champ électrostatique est dirigé donc de l'électrode de gauche vers l'électrode de droite. Le champ est orientant dans ce sens-là. Bon, si on avait eu le contraire, VA, le potentiel plus grand en B, par rapport à A, on aurait eu le champ dans l'autre sens. On aurait eu le champ, bien sûr, de l'électrode de droite vers celle de gauche. Parce que, comme je viens de vous dire, le champ est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. Toujours. C'est une règle, on va dire, absolue. Alors maintenant, je vais aller chercher ceci, cette règle-là, pour un champ constant, UAB égale EL. Ah, UAB égale EL. Alors je rappelle que ceci c'est UAB. Alors je peux dire que UAB égale EL. Le champ fois la longueur. Mais quelle longueur? Eh bien, c'est la séparation, c'est la longueur, c'est la distance qui sépare les deux électrodes. Parce que j'ai pas d'autres charges. Voilà, ici, il ne s'agit pas de mettre des charges à l'intérieur. C'est juste entre la charge Q plus et Q moins. Et la distance séparant Q plus Q moins, c'est D. Donc UAB, c'est E fois D. Le champ fois la distance D fait la tension UAB. Donc je peux dire que le champ vaudra UAB sur D. Donc D est la distance entre les armatures. Et là, maintenant qu'on a toutes les caractéristiques du champ. Donc comment mesurer un champ à l'intérieur du condensateur? Ben, vous fabriquez deux armatures, vous mesurez la distance là, et que vaudra le champ? Ben, le champ, vous allez appliquer une différence de potentiel ici. Enfin, d'abord vous allez vous fournir une force électromotrice, et là va naître une tension U aux bornes du condensateur. Et donc, comment avoir le champ? Ben, le champ, ce sera U sur D. La valeur du champ sera égale à U sur la distance petit d. Alors, vous aurez compris que plus D est petit, plus le champ est grand. Plus D est petit, plus la distance est petite, ben voilà, plus la distance est petite et plus le champ à l'intérieur sera grand. Donc pour avoir un grand champ à l'intérieur des armatures, c'est d'avoir une distance très petite, petit d. Maintenant, on peut augmenter aussi la tension, mais bon, ça c'est autre chose. La tension, c'est quelque chose qu'on peut avoir, je veux dire,
par une source extérieure, pour autant qu'on ne dépasse pas, bien sûr, la tension de claquage du condensateur. Vous pouvez monter en tension, et plus la tension augmente, et plus le champ va augmenter à l'intérieur. Maintenant, si vous dépassez la tension de claquage, ben, si vous avez un isolant ici, il va percer. Si vous dépassez une certaine tension, si vous avez mis un isolant ici, voilà, il risque de percer. Donc on peut avoir un champ plus important en augmentant la tension extérieure pour charger le condensateur, mais le problème c'est que bon, il ne faut pas dépasser une certaine tension qui est une tension limite. Parce que voilà, on peut voilà, claquer le condensateur. Donc on peut, via une source extérieure, augmenter le champ sans aucun problème, mais ce qui peut faire qu'on ait un grand champ dans un condensateur, c'est qu'avoir des condensateurs resserrés, très resserrés, donc une distance est petite. À la fabrication, quand on construit le condensateur, plus la distance est petite et plus le champ à l'intérieur pourra être important. Alors je rappelle que le champ, c'est une force par unité de charge. Le champ, c'est une force par unité de charge. En d'autres termes, tout dépend. Le champ peut être donné en volts par mètre. Ici, l'unité, c'est 2 volts par mètre. Mais on peut voir la chose autrement en newton par coulomb. C'est la force qu'elle donnerait par unité de charge. On peut voir ça comme un potentiel par unité de longueur. Alors pourquoi par unité de longueur? Tout simplement parce qu'on est dans le plan. On est dans le plan, c'est pour ça que c'est par unité de longueur. Oui, on est, bien sûr, quand je dis on est dans le plan, oui, on est dans le plan, c'est une ligne. Quand on met E fois L, c'est une ligne. Ça, c'est une longueur. Ça, c'est parce que dans le théorème de la circulation, pour voilà, un trajet, bien sûr, je vous ai dit qu'on, pour un champ constant, on projetait le vecteur AB, ici, le vecteur AB, on avait une certaine longueur, qui était ZB moins ZA. Donc c'est cette longueur-là, ZB moins ZA. C'est pour ça que ça dépendra par mètre. Parce que voilà, il y a des mètres, il faut tenir compte quand même de la distance ZB moins ZA. Donc c'est là le potentiel par mètre. Mais on peut voir la chose autrement en newton par coulomb. La force par unité pour un coulomb. La force pour un coulomb. La force pour un coulomb. Alors je vous rappelle qu'un coulomb c'est immense. Donc ça veut dire que si vous avez de 20 newtons si vous avez 10 microcoulombs et que vous avez voilà, 20 newtons, voilà, vous faites 20 divisé par 10 exposant moins 6, vous aurez une énorme force. Enfin, vous aurez le champ qui sera de 20 sur 10 exposant moins 6, ce qui fait 20 millions de newtons pour un coulomb. Ça veut dire que tout est ramené à un coulomb. Hein. C'est ça que ça veut dire. On aura, le champ, c'est le nombre de newtons par coulomb, pour un coulomb. Donc ça ferait 20 millions de newtons. Oui, attention que j'ai mis 10. J'aurais dû mettre un micro pour faciliter mes calculs. 20 sur un micro. Un micro, c'est 10-6. Alors 20 sur 10-6, ça fait 20 millions. Parce que si j'avais mis 10 micros, c'est 2 millions, c'est pas 20 millions. Donc ici, c'est 20 millions de newtons pour un coulomb. Donc c'est une force incroyable pour un coulomb. Donc le coulomb est une grande unité. Voilà. Donc 20 newtons pour un microcoulomb, on dénote qu'on a un champ de 20 millions de newtons pour un coulomb. Donc et ça, c'est bien de voir de temps en temps la chose en revenant en newtons par coulomb. Pour faire des considérations, je veux dire, de comparaison de force par unité de charge. Alors sinon, vous pouvez travailler en volts par mètre. Quand on parlera d'un condensateur, on parlera bien sûr du champ en volts par mètre. Je vous remercie.